It's over! It's over! The Blazers come from 23 down in one quarter to defeat the Mavericks and even the best of 7 series at 2 apiece. You've just seen history. Bonsoir, bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de The Natural Podcast. Oui, ça fait très longtemps. J'ai enfin le temps, après la fin de tous mes concours, la fin d'une année assez particulière, de me relancer un petit peu sur des podcasts sur le basket. Et on va parler d'un de mes sujets préférés aujourd'hui. Donc je suis vraiment content d'être là, de vous présenter un petit peu, comme vous l'avez vu dans le titre, les Français à la draft cette année, ou du moins les 3 Français qui sont prévus dans les 15 premières places, notamment 2, Alexandre Sarr et Zaccharie Rizaché, qui sont prévus respectivement à la première et à la deuxième place, ou deuxième et première place. Vous le verrez, de toute façon, ça se bat entre les deux, on ne sait pas. On est dans une draft assez particulière, on en reparlera, où on ne sait pas qui sera le premier pick, qui sera vraiment sur le top 3. Il n'y a pas de joueur qui se dégage particulièrement dans une draft qui est assez homogène, qui manque peut-être de talent élite, mais qui n'en reste pas moins très très intéressante. Donc on va parler aujourd'hui de ces 2 joueurs, mais aussi d'un troisième qui a explosé tout simplement cette année, qui est prévu dans le top 10, peut-être top 15 pour les mock drafts, on va dire, qui s'intéressent le moins à lui, avec Tidjane Salahin. J'espère que je le prononce bien, dans le sens où beaucoup le prononcent Salon. Moi, je le prononce à la française, on va dire. Donc Tidjane Salahin, qui est prévu entre les places 7, 8 à 12, 15. On verra, hein. Ça dépend aussi des franchises, quelle place ils auront lors de cette draft. On saura ça début mai prochain, lors de des choix qui vont être révélés, hein, qui aura le premier pick, le deuxième pick, etc. Donc voilà, je vais vous faire une présentation assez globale de ces 3 joueurs, et puis on va répondre à quelques interrogations sur ces joueurs français. On est encore sur une année particulière pour le basket français. Et pour les prospects, on remarque que on devient de plus en plus une institution maintenant en France. Avoir 3 joueurs français dans le top 15, dont 2 qui peuvent choper cette première place, ce pick 1, c'est assez exceptionnel. Derrière Wembanyama l'année dernière, encore un premier choix français, ce serait tout simplement all-time. À part les Américains, on est la seule, je pense, oui, c'est même quasiment sûr, on est la seule nationalité à pouvoir se targuer d'avoir ce réservoir de talent-là. Donc voilà, on va partir maintenant, on va parler tout d'abord, dans un premier temps, d'Alexandre Sarr. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, évidemment. Je me suis beaucoup intéressé aux prospects cette année, c'est quelque chose qui est assez nouveau pour moi, dans le sens où j'ai commencé vraiment il y a un an et demi à m'y intéresser, et voilà, c'est devenu une de mes passions annexes au basket, évidemment c'est lié, mais je trouve ça toujours intéressant d'analyser les prospects et leurs projections en NBA. Donc allons-y. Alors, Alexandre Sarr, c'est un ailier fort, pivot de 18 ans, ça se joue entre les 2 postes, même si pour moi, à terme, ce sera sûrement plus un pivot. C'est un joueur de 2,16 m actuellement, avec une envergure d'albatros de 2,28 m. Il joue cette année pour Perth, les Wildcats, donc c'est la ligue australienne, une ligue qui se développe énormément chez les prospects, un peu que ce soit américains ou internationaux. On a 2 Français qui sont passés par là les années précédentes. On a aussi LaMelo Ball qui a percé en NBA, et cette année, on a encore un haut choix de draft avec Alexandre Sarr qui, possiblement, comme je l'ai dit dans l'introduction, peut partir dans le top 3 de la draft pour être assez large. Donc on a un joueur qui n'était pas un titulaire en puissance, dans le sens où en fait il jouait que 17 minutes pour 9,7 points, 4,4 rebonds, même pas une passe et 1,3 contre. Donc en 17 minutes, c'est quelque chose qui est totalement correct. Pourquoi il n'a pas dominé et pourquoi il ne domine pas à sa manière, on peut toujours dire que 17 minutes en sortie de banc pour une équipe qui vient de découvrir, c'est déjà très correct. Et tout simplement parce que Perth est une équipe qui jouait le titre. Elle a fini 2e de la saison régulière en Australie. Elle a été jusqu'en demi avant de perdre contre la Tasmanie, je crois. Donc l'île de Tasmanie, je sais plus exactement le nom, excusez-moi. Et donc on a un Alexandre Sarr qui était évidemment une ancre défensive dans cette équipe-là, qui était un élément important, mais pas un élément particulièrement dominant comme Wemby pouvait l'être en France l'année dernière, évidemment. On a un joueur qui tournait du coup en 52% au tir,
30% à 3 points et 60% au tir. J'ai aussi décidé de mettre ces stats par 36 minutes pour qu'on voit un petit peu plus l'impact qu'il pourrait potentiellement avoir. Évidemment, ça ne représente pas grand-chose parce que on ne sait pas s'il aurait l'endurance de jouer autant, de prendre autant de stats s'il jouait 36 minutes, mais ça représente un petit peu le joueur qui pourrait être à terme dans cette ligue australienne ou même en NBA, on va dire, s'il commence à dominer ses oppositions. Et on a un joueur qui en 36 minutes pourrait tourner à 20,3 points, 9,2 rebonds, 1,8 passes et 2,8 contre. Donc oui, on a quand même un profil assez intéressant, un pivot donc dans le style, hein. Et avant de partir sur son style de jeu, sur ce qu'on peut attendre de sa projection à NBA, on va le présenter un petit peu parce que Alexandre Sarr, en tout cas le nom de famille Sarr, peut vous dire quelque chose. En effet, son grand frère Olivier a joué quelques matchs, cherche des contrats en NBA. Hein, c'est un joueur qui fait son bout de chemin en NBA, même s'il a du mal à enchaîner les contrats et tout ça. Il joue beaucoup en G-League et il a joué aussi pour le OKC Thunder, OKC Blue. C'est un joueur qui son frère était un vrai professionnel. On est donc dans une famille vraiment de professionnels du basket et du sport à haut niveau. Ce qui, on va le voir, en fait, ça a fait d'Alexandre un joueur plutôt complet et très mature, alors qu'il a à peine 18 ans. Il est très très bien entouré. Hein. On n'est pas sur un environnement toxique comme l'a pu l'être à un moment donné la Melo. Hein. Je reprends l'exemple d'un joueur qui est passé par cette ligue aussi. Il joue en plus dans des ligues différentes. Il est parti à 14 ans au Real Madrid où il a été formé pendant 2 ans. Après, il a été en OTE, donc l'Overtime Elite. C'est là, si certains s'en souviennent pas, où on jouait Ozar et Amen Thompson, hein, qui font une très très bonne saison rookie, chacun de leur côté, surtout Amen Thompson sur cette fin de saison. Donc on peut aussi voir une multitude de contextes différents où il a su dominer, hein, parce que sa deuxième saison en OTI par exemple, il a fini dans la deuxième meilleure team. Le Real Madrid, évidemment, c'est une des plus grosses, voire la plus grosse, je ne sais pas, institution en Europe, donc c'est très impressionnant aussi, hein, même s'il a joué avec des cadets. Luka Doncic est passé par là aussi, et cette année du coup à Perth, où il est dans une des meilleures équipes de sa ligue et où en fait il domine à sa manière en sortie de banc, où il a fait quelques perfs et où il a aidé plutôt, parce que voilà, ils ont été éliminés, son équipe de plein de manières différentes. Donc voilà, c'est pas un profil qui va découvrir le monde, on va dire, étranger d'un coup comme ça en NBA, où il aura du mal à s'adapter, hein. Il a vécu en Australie, en Espagne, aux États-Unis déjà, où il était entre guillemets professionnel, parce que bah voilà, tu es payé en OTI, tu l'es aussi de toute façon payé, en Australie, donc c'est très intéressant pour lui. C'est un profil donc mature, un travailleur dans l'âme, qui a une famille très stable sur qui se reposer, un joueur en son frère qui en fait pourra le rejoindre, pourra être proche de lui aux États-Unis, hein, même si je pense pas qu'il soit drafté par la même franchise, ou en tout cas son frère est dans une situation assez particulière, hein, il n'a pas sa place à OKC, à voir s'il arrive à trouver un roster. On sait que défensivement il a plutôt du mal, c'est un très bon rebondeur et un attaquant très intéressant. Il a fait des perfs dans une équipe d'OKC qui ne jouait plus du tout rien il y a 1 an ou 2 si je me souviens bien. Mais voilà, on a un Alex Sarr qui lui a un profil différent, mais qui se rapproche sur certains points de son frère, mais on va dire une version boostée aux hormones. Voilà, Alexandre Sarr est un joueur totalement différent et qui pourrait avoir une matrice totalement différente et bien plus élevée que son grand frère. Donc pourquoi je dis ça ? On va y aller sur le profil un petit peu physique, dans le jeu, etc. Donc, comme je l'ai dit, un joueur de 2m16, 2m28 d'envergure. Donc, on a un profil qui, grâce à ses mensurations, mais aussi à une intelligence de jeu, un IQ assez supérieur, qui est une matrice déjà défensive pour son équipe de Perse. C'est un excellent contreur, 1,3 contre en 17 minutes, c'est très très fort. C'est un joueur qui est très mobile malgré sa taille. Il est assez longiligne, il manque peut-être un petit peu d'épaisseur, même si on sait que maintenant l'épaisseur ne veut plus rien dire en NBA. On a des Evan Mobley, des Wemby qui dominent dans la peinture malgré un manque de kilos entre guillemets. Donc je ne sais pas si Alexandre devra s'épaissir un petit peu. En tout cas, son manque de kilos lui permet d'être vraiment un profil capable de défendre des postes 1 à 5.
Vraiment, il peut éteindre des extérieurs, revenir en 2 foulées sous le panier. C'est un protecteur de cercle élite. Déjà aujourd'hui, je pense qu'il aura déjà un gros impact en année 1 sur sa protection de cercle, sur sa défense. C'est ce qui en fait le profil particulièrement intéressant. On a un défenseur qui est déjà achevé dans son intelligence de jeu, malgré son poste. On sait que des joueurs très grands comme ça ont du mal avec la coordination, ont du mal à s'adapter à un corps qui est démesuré pour un humain, faut pas se mentir. 2m16 pour quelqu'un qui a à peine 18 ans, c'est abusé tout simplement. Lui a déjà compris comment fonctionnait son corps, à la même manière qu'un Wemby, mais différemment. Il peut se rapprocher défensivement de ce dernier. C'est le seul point où je les rapprocherais, il faut pas se mentir, mais on a un joueur qui défensivement serait un game changer pour ces équipes jeunes, parce qu'il va arriver dans une équipe en reconstruction. Pour ces équipes jeunes, il pourrait déjà être le point de bascule défensif, l'encre de ces équipes. Donc voilà, c'est pas juste un défenseur sur l'homme. En plus de ça, dans une défense collective en deuxième rideau, lorsqu'il s'agit de switch, lorsqu'il s'agit de défendre le pick and roll, ce qui est particulièrement utilisé en NBA, il sera totalement présent et il sera totalement dominant, je pense. Peut-être pas en année 1, mais en année 2 ou 3, je n'ai aucun doute. À part ça, parce qu'on ne prend pas un profil comme lui juste pour sa défense. En tout cas, on le prend pas aussi haut dans la draft. On parle d'un profil offensif et à la création qui peut être très intéressant. Pour un poste 4-5, on voit des flashs à la passe, à la création, entre guillemets, qui sont plutôt intéressants. On ne parle pas d'un génie à la Jokic ou ce genre de joueur, Sengun, peut-être pas, sûrement pas, pour moi je n'y crois pas, mais on parle d'un passeur utile, d'un passeur intelligent, d'un joueur, comme je l'ai dit, qui a défensivement un IQ déjà un petit peu supérieur, mais qui offensivement se défend pas mal non plus. On peut voir en projection un attaquant qui a la passe, pour son poste, peut ressembler potentiellement, et je mets de gros guillemets à ça, à un Bam Adebayo. C'est vraiment un passeur utile, un passeur qui pourra dégager vers des adversaires, vers des coéquipiers qui sont libres, qui pourra faire les bonnes passes au bon moment. C'est un joueur de collectif par excellence. De toute façon, il le faut quand tu joues dans une équipe compétitive en Australie, il le faut quand tu joues dans l'institution qu'est le Real de Madrid. Donc oui, on a déjà un passeur pour son poste qui est plutôt intéressant, un joueur qui offensivement est très intelligent, qui sait jouer off-ball, ce qui est aussi très rare pour un joueur aussi jeune, qui sait se démarquer et qui a un potentiel probable de stretch 5. C'est-à-dire que oui, il n'est qu'à 30% au tir, sa mécanique parfois peut être un petit peu en catapulte, beaucoup de gens le disent, mais à côté de ça, son tir est complètement incontrable. Il n'y a pas de raison qu'il puisse en mettre 1 ou 2 par match dans des bons soirs et à terme peut-être monter encore un peu. C'est un shooter qui n'est pas naturel comme je vous l'ai dit, un petit peu en catapulte, mais on voit des flashs notamment à mi-distance qui sont très intéressants. Contre la Ignite Team qu'il a affronté en début d'année ou plutôt en fin d'année 2023, on a vu des flashs super intéressants, des matchs où à mi-distance, même si c'était pas le même style d'adversaire qui était beaucoup plus faible, il faut pas se mentir, la Ignite Team, je crois que c'est 3 victoires sur 36 matchs cette année, donc c'est très très faible. Alexandre Sarr a prouvé que contre des joueurs de son âge ou des joueurs professionnels américains, il pouvait se défendre et il pouvait enchaîner des shoots et scorer, ce qu'il fait beaucoup moins évidemment dans une équipe compétitive de Perth. Donc son petit point faible par rapport à ça, et j'espère qu'il pourra le régler parce que sinon ça pourrait être problématique, parce qu'on parle quand même d'un athlète, je vous l'ai dit, je pense que vous l'avez compris, c'est un joueur qui malgré sa taille peut en 2 foulées traverser un terrain, qui est très mobile et qui est très athlétique. Il a quand même du mal à s'imposer offensivement sous les cercles, il a tendance à foncer un petit peu sur son adversaire, il a tendance à ne pas savoir quoi faire quand il est dos au panier. On ne lui demandera pas ça à part s'il est vraiment élite en NBA, à part Embiid ou Jokic, il y en a très peu qui jouent ce style de jeu-là, mais il faudra peut-être qu'il s'améliore proche du cercle ou qu'il prenne quelques kilos pour pouvoir dominer ses oppositions. L'Australie a des athlètes, c'est une certitude, il y a un jeu très rapide, un petit peu qui se rapproche de la NBA, mais quand il va arriver en NBA, s'il joue poste 5, il va tomber sur des tontons, il faut se le dire, qui ne lui laisseront aucune chance de scorer dans la peinture s'il ne progresse pas dans ce secteur.
C'est ça le problème un petit peu de cette draft, c'est qu'on a des profils très intéressants. Vous le voyez là, dans ce qu'on présente, on a un profil avec un plancher qui est assez sûr, un plancher qui peut même questionner sur le fait qu'il puisse être Deepoy un jour. On peut parler de ça avec lui, mais on ne parle pas jusqu'à présent d'une star. En effet, à part ce manque un petit peu proche du panier, qui s'explique aussi parce qu'il joue contre des adversaires beaucoup plus vieux, qu'il a besoin de prendre en maturité, on parle de potentiel. Son tir, il est encore à travailler. Son impact offensif aussi. Niveau handle, c'est pareil. On n'a pas un handle de joueur extérieur. On parle d'un joueur qui pourrait être de complément, qui pourrait scorer peut-être une quinzaine de points avec un bon meneur à côté. Et c'est ce que je lui souhaite en NBA, d'arriver avec un meneur. On a un défenseur déjà élite, un contreur élite, mais on n'a pas encore ce profil de star, de all-star. Il faudra tomber dans le bon environnement. C'est un petit peu le cas pour tous les joueurs de cette draft, à mon sens. C'est l'environnement et le développement qui va jouer, mais c'est particulièrement vrai pour Alexandre Sarr, même s'il a un plancher, et je le répète, qui est assez élevé. Voilà. L'autre questionnement que je me pose, on parle donc, comme je l'ai dit, d'un pick 1, 2, 3, 4, on va dire si ça se passe un petit peu mal pour lui, mais un haut choix de draft. Un choix de draft qui devra assurer dès son année 1 qu'il y aura du temps de jeu. Mais est-ce qu'il en est capable ? 17 minutes dans une équipe compétitive en Australie, passer directement à 28-30 minutes en NBA dans une équipe qui ne joue rien, effectivement, mais qui joue des matchs tous les 3 jours. Il y a 82 matchs dans une saison avec un rythme de jeu et des adversaires qui sont en tout point supérieurs. Est-ce qu'il va l'assumer ? Dans 2-3 ans, si on lui laissait le temps, s'il était peut-être pick en 10e position d'une autre draft un petit peu plus relevée, ça me poserait aucune question. Mais là, est-ce que la pression d'être un haut choix de draft ne va pas l'handicaper ? Parce que je ne sais vraiment pas s'il est capable de jouer plus de 25 minutes sur 80 matchs, sur 75 matchs l'année prochaine. On parle donc d'un plafond qui fait rêver aussi, qui fait rêver. Là, je vais vous dire directement, au niveau plancher, moi, j'avais une idée d'un Kessler 10 fois plus mobile. Donc voilà, un protecteur de cercle qui pourrait être Deepoy, mais qui, offensivement, fait juste le sale boulot, on va pas se mentir. Plus mobile, peut-être plus passeur. J'avais pensé aussi à un Nick Claxton, qui est lui aussi un très bon défenseur, qui a un profil athlétique super intéressant, qui pourrait être un petit peu plus IQ, on va dire, un petit peu plus intelligent dans toutes les facettes du jeu, que ça soit off-ball, dans la pose d'écran, dans ce genre de choses. Mais on reste quand même sur des joueurs qui ne seront sûrement pas, à mon sens, All-Star, qui pourraient être pour l'un des deux, pour les deux, peut-être Deepoy dans une bonne année, dans une année exceptionnelle, quand ils seront mieux entourés, mais c'est tout. Et je parle de Deepoy comme si c'était un titre un peu chiant, mais voilà, c'est pas du tout le cas. Je sais que Deepoy, ça serait une consécration pour n'importe quel joueur en NBA, mais là, on parle quand même d'un haut choix de draft, d'un pick 1 et 2, et on sait qu'un pick 1 se doit de devenir une star. Excusez-moi, mais quand on parle de Wembanyama, Paolo Banchero, Anthony Edwards, Cade Cunningham, même s'il a des difficultés, on voit déjà le profil de star qui pourrait devenir. Donc voilà. Mais en termes de plafond, on est quand même très très intéressant. Faut pas se mentir. J'ai parlé de Bam Adebayo, on est vraiment dans le profil. En beaucoup plus grand, aussi mobile, qui est capable de mettre des shoots à 3 points, qui est capable de jouer un petit peu loin du panier. On verra s'il a aussi cette domination à l'intérieur qu'a Bam Adebayo, mais qui sur le profil de jeu de passe, un petit peu d'intelligence, on se rapproche vraiment du même joueur. J'ai pensé aussi, et de toute façon c'est sa comparaison la plus connue, à Jaren Jackson Jr., moins shooter. Il a pas du tout les qualités de shoot d'un Jaren Jackson Jr., mais défensivement, dans l'impact, dans l'intelligence, et peut-être qu'il a plus de mi-distance, on est un petit peu sur le même profil, et c'est ça qui le rend particulièrement intéressant. Donc voilà, on a un profil super intéressant, des doutes, de toute façon, on parlera d'autres prospects, que ce soit dans cette vidéo avec les autres Français ou dans d'autres. C'est difficile de dégager une vraie star de cette draft NBA, mais voilà. Donc on peut aussi conclure sur les fits potentiels. Donc déjà, moi, ce que je veux dire, c'est qu'il faut absolument un bon environnement sain avec un coaching staff intelligent pour l'entourer. J'avais pensé à des équipes qui, en termes de coaching staff, sont peut-être pas les meilleures, mais où il y a la place de s'exprimer, de se développer, où il aura le temps. De toute façon, dans les équipes un petit peu mauvaises, on a toujours des doutes sur un coaching staff. Je vais penser évidemment à Washington. Washington aura sûrement un pick top 3
peut potentiellement le prendre. Et voilà, depuis le départ de Gafford, il n'y a plus personne dans la peinture. Ça laissera le temps. Il y aura une connexion avec un autre Français en plus, Bilal. Et en deuxième équipe, évidemment, Portland, qui dans le même cas, évidemment, il y a DeAndre Ayton, mais je ne sais pas s'il sera dans le projet à long terme. Ça peut être un joueur sur lequel il peut prendre quelques marques offensives, où ils peuvent se copier, s'inspirer, même si j'espère qu'il ne prendra pas la même mentalité que DeAndre Ayton. Et puis voilà, j'avais ces deux équipes en tête où il aura la place de s'exprimer, où il y a un projet jeune qui n'est pas encore abouti, où il aura des meneurs en plus, Washington beaucoup moins évidemment, mais Portland où il y a quand même Anthony Simons et Scoot Henderson qui pourront lui donner la gonfle assez intelligemment. Pour moi, les plus gros points noirs s'il était en termes de fit, s'il était draft dans cette franchise, ce serait Détroit et les Spurs. Je sais que ça fait fantasmer beaucoup de personnes les Spurs. Je pense vraiment que à part gêner Wemby dans son développement et sous le cercle, et aussi de se gêner dans sa propre progression, parce qu'il aura besoin d'être proche du cercle. Il a un potentiel de stretch qui n'est pas du tout abouti et il a besoin de la peinture pour s'exprimer. Sauf que on le sait, il va jouer poste 4 s'il arrive aux Spurs. C'est pas possible. En plus de ça, je ne sais pas qui vont drafter les Spurs cette année ou s'ils vont ramener quelqu'un, un autre meneur, mais il manque quand même un talent à la main qui doit lui permettre de s'exprimer. Donc je ne suis pas forcément pour cette franchise-là. Et évidemment, Détroit en termes de coaching staff, j'ai beaucoup de mal à comprendre vers où se dirige cette franchise. Il y a Jalen Duren qui est un monstre physique dans la peinture qui se développe à fond. Je ne pense pas, en plus de ça, que cette franchise a besoin d'un deuxième intérieur qui ne sait pas shooter, ou en tout cas qui n'a pas montré un niveau élite au shooting. On a Kate Cunningham, on a Jaden Ivey qui sont des joueurs qui peuvent lui donner le ballon, mais en fait il y a déjà Jalen Duren pour faire ce rôle-là, et en plus de ça, cette équipe manque de shooters à 3 points, c'est assez affolant, et rajouter dans ce marasme un Alex Sarr, ce serait pas lui faire un cadeau. Donc voilà, on a un profil assez intéressant, peut-être le plus haut plancher et un plafond pour moi qui n'est pas le plus haut de la draft, pas du tout, mais qui peut, s'il est bien construit, si on lui laisse le temps, se révéler être un border all-star ou un lieutenant très intéressant. Donc voilà, on va pouvoir passer au deuxième joueur de ce podcast, qui va être tout simplement notre jeune Zaccharie Rizaché. Alors allons-y. Passé. Oh, il s'est fait attraper. Zaccharie Rizaché a dit non. Allez, la séquence. Le dribble, il est passé. C'est le fort. festival. Grande Zaccharie Rizaché. Du coup, notre cher Zaccharie Rizaché. Alors là, on parle d'un small forward, donc un poste 3, de 18 ans et de 2,07 m, qui joue cette année à Bourg-en-Bresse, où il cumule des stats de 9,9 points, 3,4 rebonds, même pas une passe, et presque une interception avec 0,9 interception. Tout ça en 22 minutes. Il est aussi en 44, 35, 71 au shoot, ce qui est très intéressant pour un joueur d'à peine 18 ans dans une ligue française qui se développe et qui est de plus en plus compétitive. Et de toute façon, comme notre cher Alexandre Sarr, j'ai pris ses stats sur 36 minutes, même si voilà, on sait, et je le répète, ça ne signifie pas grand-chose. Avec la fatigue, avec les fins de match, ça ne serait sûrement pas la même chose. Mais on a un joueur qui tournerait à 16,1 points, 5,5 rebonds, 1,5 passes et 1,5 interceptions. Donc, de qui on parle quand on parle de Zaccharie ? Zaccharie, du coup, c'est un prospect qui est très intéressant pour les Français et pour la NBA depuis déjà plusieurs années. Moi, je l'ai vu jouer l'année dernière, on parlait déjà de lui comme un top 3 de la draft 2024, et ça s'est confirmé, parce que maintenant, il est encore dans le top 3, et il est vu par certains comme partant en numéro 1. Donc c'était un joueur qui a été formé à Lasvel, et qui, comme beaucoup de joueurs, comme énormément de jeunes prospects, en est parti pour être plus libre, pour plus de temps de jeu. Et il est venu à Bourg-en-Bresse, où là, il était assuré d'un rôle de titulaire, mais aussi d'un rôle stable, avec un meilleur coaching, faut pas se mentir, je cherchais mes mots, mais un meilleur coaching que TJ Parker à Lasvel, où tout simplement il pouvait se faire remarquer des différents scouts NBA et d'avoir la meilleure saison possible, à la même manière qu'un Wembanyama, plutôt que rester à Lyon, où il aurait peut-être eu du mal à avoir plus de temps de jeu. On est aussi sur une famille de professionnels, le père notamment et sa sœur l'ont été pour l'un et l'est actuellement pour l'autre, donc on est encore sur une famille qui sait
ce qu'est le basket, qui sait comment l'aider à devenir un vrai professionnel. Et à mon sens, il l'est déjà à peine à 18 ans, ce qui plaît énormément, hein, et on va faire un débat parallèle. Je pense que les Français sont des professionnels et les Européens le sont bien avant les Américains. Il y a vraiment un souci de maturité assez flagrant du côté des prospects et du panel de prospects américains. Ce n'est pas du tout le cas pour les 3 prospects français dont on va parler aujourd'hui. J'ai peur de me répéter sur le sujet du coup, mais voilà, c'est un profil qui est très intelligent, qui sait ce qu'il veut, qui a pris sa décision seul de partir de l'Asvel. Ses parents l'ont soutenu mais ne lui imposent rien, et voilà, on a quelqu'un qui sait ce qu'il veut et c'est très intéressant, et toutes les franchises NBA vont adorer ça. C'est un travailleur, sa sœur le dit et ne fait que le répéter, il vient 3 heures avant les autres à la salle ou avant les matchs pour shooter. On a vu des shooting stars, des shooting maps, je sais plus comment ça s'appelle, où il prenait plus de 600 tirs avant les matchs, où il tirait tous les 6 secondes pendant 2 heures, et voilà, on voit quel genre de professionnel c'est déjà, et plus qu'un professionnel, en fait, c'est un passionné, un mordu de travail qui arrivera à la salle ou à l'entraînement avant les autres et qui partira après les autres. Ce qui montre qu'en fait, sur son développement, on n'a pas trop à s'inquiéter. À part grosses blessures, à part ce genre de choses, on a déjà un profil avec un plancher comme Alex Sarr qui sera déjà assuré. Mais on parle de qui du coup ? On parle donc, comme je l'ai dit, d'un ailier très grand, ça vous l'avez entendu, 2,07 m. On est sur des ailiers modernes survitaminés entre guillemets, des KD prototypes. Bon, dans le style de jeu, voilà, ça se rapproche peut-être pas d'un KD, pas du tout même, mais voilà, on aime bien cette comparaison-là. On est sur des ailiers du coup très très grands, assez filiformes. On ne sait pas encore si c'est à cause de son âge ou de son profil physique, mais en tout cas, il est encore très filiforme. Et pour moi, c'est tout simplement le profil le plus complet de cette draft. Voilà, je l'ai tout dit en disant ça en fait. C'est qu'on a un défenseur sur l'homme qui prend aujourd'hui déjà les meilleurs attaquants de France et d'Europe, les meilleurs joueurs de l'équipe adverse, et qui leur fait vivre un enfer, tout simplement. Il a évidemment des très longs segments, il est très intelligent, il se déconcentre très rarement, il faut pas se mentir, même si, voilà, c'est un jeune joueur, qui a ses défauts et qui, en défense, peut s'endormir légèrement. On parle vraiment d'un athlète défensif assez incroyable, mais pas uniquement sur l'homme. Collectivement, il est très intéressant, il fait les bons switches, voilà, c'est super intéressant, comme Sarr avant lui, et on verra pour Salin après, mais je pense qu'il est déjà élite dans ce domaine, et c'est impressionnant de voir ce niveau-là auquel il peut déjà atteindre face à des professionnels, face à des adultes, je me répète encore, mais lui joue des compétitions européennes, il joue en France à un niveau où en fait je crois que Bourg-en-Bresse actuellement est 4e de Betclic qu'élite, donc oui, il joue chaque week-end, chaque semaine, des joueurs référencés, intelligents, qui sont des pointures pour certains en Europe, et il ne se démoralise pas et il n'est pas du tout ridicule. Au contraire, vraiment élite est le bon mot en défense. Mais ce n'est pas tout. C'est-à-dire que pour moi, c'est aussi le shooter le plus pur de la draft. Sa mécanique, elle est parfaite. Sa mécanique est tout simplement parfaite. En sortie de dribble ou en catch and shoot, il peut dégainer aux 3 niveaux. Il a encore du mal à vraiment s'imposer du fait de sa jeunesse et du fait un petit peu d'une certaine timidité, il faut pas se mentir, proche du panier, mais il a un toucher assez exceptionnel. Au shoot à 3 points et à mi-distance, c'est en sortie de dribble, comme je l'ai dit, mais aussi en recevant la passe, il peut totalement shooter à 40% à terme en NBA, j'y crois. C'est impressionnant. Et pour un joueur de 2,7 m qui jouera sur les ailes, peut-être même poste 4, s'il se développe dans ce sens-là, c'est un game changer. C'est ce qu'on demande d'un ailier moderne aujourd'hui. Et il est le prototype parfait de l'ailier moderne. Mais ce n'est pas tout. Parce que pour moi, Zachary est aussi une sorte de point forward en devenir. Ça se ressent pas du tout dans les stats. Une passe exactement, ce n'est pas énorme, ce n'est même rien du tout, on va pas se mentir, mais c'est le style de connecteur qui fait toujours la bonne décision, qui sort des passes dans le dos assez incroyables pour un joueur de son âge, qui a vraiment un IQ en fait supérieur. Je l'ai toujours pas sorti et je pense que je l'ai déjà sorti assez pour Alexandre Sarr, mais là c'est vraiment le cas. Pour moi, c'est le joueur le plus intelligent de la draft. On parle pas d'un joueur qui fera 12 passes par match, je pense pas en tout cas, mais ça sera lui qui fera toujours la bonne passe au bon moment, qui pourra relayer en second ball handler un meneur, une joueur star et tout ça.
Ce sera peut-être pas le plus gros passeur de son effectif, mais à la manière d'un Nicolas Batum par exemple, ou d'un Jeremy Grant quand il était encore à Denver, et ben il fera la bonne passe au bon moment pour démarquer, pour faire cette passe décisive ou cette passe de connexion qui rapporte 2 à 3 points. Et ça, c'est vraiment important. Oui, c'est un joueur extrêmement intelligent, ce n'est pas du tout qu'un scoreur. D'ailleurs, je pense que le plus gros problème, c'est par rapport à sa timidité au scoring, justement. Il sait faire tout le reste. C'est un bon rebondeur, du fait de sa taille, évidemment, mais du fait aussi d'une certaine intelligence dans son placement. Il a une timidité, et je le répète, qui est encore problématique. Je ne sais pas si c'est un vrai leader vocal, un vrai leader de vestiaire à terme. Je ne sais pas s'il pourra imposer sa présence en fin de match, mais à côté de ça, quand il faudra faire la bonne passe, quand il faudra défendre, intercepter un joueur, faire le contre au bon moment ou sortir un 3 points dans le corner quand la situation sera serrée, il le fera. C'est peut-être le lieutenant parfait. Voilà. Plus qu'un All-Star, et j'espère pour lui qu'il deviendra All-Star, je ne sais pas s'il en a les capacités, mais on parle du lieutenant parfait, peut-être la deuxième ou troisième option d'une équipe qui finalement peut aller jouer des finales de conférence ou un titre. Voilà. Donc à qui on peut comparer ce joueur qui a encore des défauts, je suis assez dithyrambique pour l'instant, mais qui est encore très frêle, qui a une attaque du cercle qui est très compliquée, un premier pas, parce que j'en ai pas parlé, malgré son athlétisme, un premier pas assez lent, qui arrive à se dégager un petit peu de ses défenseurs, plutôt par son intelligence et par ses moves que par ce premier pas très dynamique. Je ne sais pas si c'est une star, encore une fois, il a la qualité de ses défauts, c'est que peut-être que c'est pas le profil de star, mais de qui parle-t-on? Je pense qu'on parle vraiment d'un lieutenant d'une équipe compétitive pendant les 12 prochaines années. Et ça, c'est énorme. C'est énorme pour un Français. C'est énorme. Peut-être qu'il arrivera à gratter 1 ou 2 sélections All-Star. Et c'est ce que je l'espère pour lui. Encore une fois, on va pouvoir parler de plancher, comme on l'a fait avec Alex Sarr. En plancher, j'avais beaucoup d'idées assez mauvaises et qui se ressemblaient pas beaucoup. Mais voilà, c'était assez compliqué de dégager vraiment qui je voyais en Zachary Rizaché. J'ai décidé de mettre Jabari Smith en plus passeur, plus connecteur. Je pense qu'il a les mêmes qualités au shoot et qui potentiellement défensivement peut être vraiment le même joueur, qui a des vraies qualités au rebond. Jabari Smith, c'est peut-être un petit peu meilleur, mais voilà, c'est très impressionnant ce qu'il propose. J'avais aussi Avdia dans l'idée d'un joueur intelligent, assez complet, qui est un bon role player et qui pourrait, dans une équipe meilleure que Washington, se révéler être un excellent titulaire, mais qui ne sera jamais une star. Et évidemment, français oblige. On peut parler aussi d'un Nicolas Batum, un petit peu prime, du coup un joueur qui athlétiquement a tout, qui sait tout faire sur un terrain à un niveau presque élite, mais qui à côté de ça n'a pas vraiment la qualité supérieure pour en faire une star. Et qu'est-ce qu'on a comme plafond, du coup? J'avais pensé à un Franz Wagner. Pour moi, c'est vraiment le même profil, mais avec un shoot bien meilleur. Vraiment un Franz Wagner avec le shoot de Michael Porter Jr. Franz Wagner a beaucoup été décrié, enfin non, pas du tout décrié, encensé, pour son shoot. Je pense qu'il est un petit peu surcoté à 3 points, mais je pense que Franz Wagner plus le shoot de Michael Porter Jr., on peut vraiment atteindre le plafond pour Zachary Rizaché. Ou si on est assez fou, évidemment, je ne parlerai pas de KD. Personne ne se rapprochera de KD dans cette draft. Je peux me couper un bras si c'est le contraire. Mais un Brandon Ingram qui donc est un All-Star en puissance, un joueur qui tourne à 20 points par match, qui est capable de passer et de prendre des rebonds, et qui, quand il est concerné, est un bon défenseur. Donc voilà. Dernière partie du coup de ce petit profil, quel fit? Tout simplement le 3/4 des équipes de la ligue. On parle d'un ailier qui ne prendra pas de place au scoring si vous voulez qu'il n'en prenne pas, qui est capable de faire tous les bons choix, qui est capable de s'intégrer parfaitement à un collectif, particulièrement à Détroit et Charlotte. Moi, ça me poserait aucun problème. Détroit parce qu'il leur faut du shooting et des joueurs intelligents, qui manquent ces joueurs-là sur les postes 3-4. Charlotte, c'est pareil, je sais qu'il peut jouer à côté de Brandon Miller, à côté de LaMelo Ball, Micic, et en fait, on aurait un profil encore intelligent avec ces trois-là. On aurait vraiment une base assez incroyable pour construire, et il manque souvent de défenseurs dans cette équipe. Je pense qu'à Charlotte, il ferait beaucoup de bien. Portland, San Antonio et Washington, c'est pareil. Memphis sur un poste 3, 4, surtout 3 en fait, s'il lui laisse assez de temps de jeu pour se développer, c'est parfait aussi. San Antonio, évidemment, Washington, comme je l'ai dit, il y a personne de toute façon, et Portland, sur les postes comme ça, on a Jeremy Grant, mais qui sera pas là pendant
pendant encore des années et qui pourra peut-être l'aider aussi à se perfectionner. Non, pour moi, c'est très correct. J'ai du mal juste avec une équipe, c'est Utah. Peut-être Toronto aussi, qui ont trop de forwards, qui ont trop d'ailiers. Toronto, il sera bloqué derrière Barrett, derrière Scottie Barnes, ça peut être compliqué. Utah, c'est pareil. Dans l'idée, il y a Markkanen, il y a tous ces joueurs-là qui ont été draftés l'année dernière, il y a John Collins. Non, ça peut pas être possible de vraiment trouver sa place dans ces deux collectifs-là. Mais sinon, vraiment, toutes les équipes du top 15, ils feraient un bien fou à ces équipes. Donc voilà, on va passer à notre dernier joueur, un certain Tidjane Salaün, je ne sais vraiment pas le dire, c'est horrible. Bref, allons-y. Alors, notre cher Tidjane Salaün. On parle ici d'un ailier ou un ailier fort, ça dépend un petit peu comment vous voulez l'utiliser, de 18 ans. C'est un mec de 2,06 m et de 2,16 m d'envergure. Encore un albatros. Il joue à Cholet cette année pour 8,6 points, 4,1 rebonds, une passe et 1,2 interceptions en 21 minutes. Et il est en 37% au tir, 36 à 3 points et 76 au lancer. Et pour 36 minutes, encore une fois, je répète, ça ne veut absolument rien dire. Il serait en 14,1 points, quasiment 7 rebonds, et 1,7 passes, et presque 2 interceptions. Donc voilà, vous commencez un petit peu à comprendre aussi à quoi sert cette stat. On voit quand même qu'en termes d'interception et de rebond, il est très intéressant, malgré un temps de jeu de 20 minutes qui ne le révèle pas en premier lieu. Pour le profil, on parle d'un joueur donc de 18 ans, sa sœur joue à Villeneuve d'Ascq. Elle a même 11 sélections en France. C'est une famille encore d'athlètes et de professionnels, donc on va pas se répéter, mais ça aide énormément. Sa sœur a fait des interviews sur lui où elle dit que c'est son modèle, alors que elle, 11 sélections en France, joueuse professionnelle aussi. Elle le dit, il a beaucoup d'ambition, il pense que NBA, il mange à NBA, il s'entraîne énormément et il est très intelligent. Voilà. On parle de ce genre de joueur encore, formation européenne, très complet, on va le voir aussi. Et en plus de ça, on parle d'un joueur de 2,06 m qui a eu une poussée de croissance et qui a eu une formation d'arrière à la base. Un petit peu comme Zion à son époque ou Anthony Davis. Ce n'est pas des comparaisons, bien sûr. Mais c'est juste pour vous dire que voilà, il aura des qualités qui ne correspondent pas à son poste, ce qui le rend particulièrement intéressant. Au niveau du profil, du coup, on parle de Salaün, du coup, comme le 3&D parfait. Vraiment, c'est le mot, et j'espère qu'il deviendra plus que ça, il en a les capacités, mais déjà, il pourrait se faire une longue carrière grâce à ces qualités-là. Donc, il a un shoot particulièrement soyeux. Pour moi, c'est un des 3 meilleurs shooters de la draft, avec évidemment Zaccharie Rizaché dans le lot, mais il n'en est pas loin, il n'a vraiment pas à frémir de la comparaison. On a vu dans ses stats qu'il tourne à 36% au shoot. Il prend la moitié de ses shoots derrière la ligne, il est à 37% au tir, c'est très faible, mais en fait, c'est parce qu'il prend énormément de shoots derrière la ligne. C'est un joueur intelligent aussi, qui est capable de se démarquer, qui est capable de jouer off-ball. Et en fait, ce qui me plaît particulièrement dans son rôle, évidemment, c'est dur de l'imaginer en star. Donc encore une fois, qualité de ses défauts. Mais de toute façon, c'est le cas pour tous les joueurs de ce podcast, de cette vidéo. Mais lui est un coupeur, c'est-à-dire de couper derrière son défenseur, de couper comme ça, particulièrement intéressant parce que très athlétique. C'est le meilleur athlète des trois et de loin. Il a une capacité à dunker qui est tout simplement impressionnante. C'est un très bon intercepteur, donc une fois qu'il a fait cette interception, il est capable de courir en 5 foulées et de poser un dunk. Il est capable du coup de recevoir en catch and shoot, mais il devient aussi un danger pour driver, donc quand il reçoit la balle directement pour aller au panier. Il a un très bon body control aussi, malgré le fait qu'il s'entête comme les deux précédents et qui parfois fonce juste sur son défenseur, ce qui provoque des charges, ce qui fait qu'il se met parfois en danger et qui évidemment fait des fautes ou rate tout simplement. Mais je trouve qu'en l'air, il est parfaitement intelligent et intéressant plus qu'intelligent. Évidemment, il a encore cette naïveté de la jeunesse qui le fait s'entêter, mais on voit déjà que en fait, il sait rester en l'air, il sait retomber, il sait dunker évidemment, et il a un certain toucher qui peut se développer proche du cercle. Et le plus intéressant, c'est vraiment son 3 points pour moi. Sa défense et son 3 points. Le fait de dire 3&D, c'est parfait pour lui. C'est qu'en défense, il a toujours les mains actives. Vous regardez des highlights, juste des highlights, pas forcément des matchs de lui,
il a le visage qui tourne à gauche, à droite, il regarde de partout. Il est un petit peu foufou, un peu chien fou du fait de sa jeunesse. On le voit courir d'un côté à l'autre du terrain pour essayer de rattraper celui qui a la balle, celui qui est démarqué. Donc évidemment, il use beaucoup d'énergie en faisant ça, mais il le fait. Et sur l'homme, encore une fois, avec ses longs segments, 2,16 m d'envergure, je le rappelle, intercepteur de folie, très dur sur l'homme, mais collectivement, s'il arrive à se cadrer et s'il arrive à devenir un petit peu plus intelligent, eh bien, on a un défenseur tout à fait élite, comme les deux autres dont on a parlé. Il n'a rien à leur envier. Évidemment, lui, ce n'est pas un passeur, ce n'est même pas un connecteur, c'est ça qui lui manque à mon sens, c'est son jeu de création. Et quand je parle de création, c'est vraiment pour lui, mais aussi pour les autres. Il est toujours en bout de chaîne. C'est son rôle à Cholet, il n'y a pas de problème avec ça. C'est aussi pour ça qu'il va se faire drafter, hein, on le sait. C'est vraiment pour son profil de shooter, de défenseur. Mais c'est une fin de chaîne. Et en fait, il n'y a rien qui montre, presque rien en tout cas, qu'il est capable de passer efficacement. On a vu évidemment des passes et tout ça, mais les highlights ne représentent rien sur la vérité d'un match. Il n'y a rien qui montre qu'en fait, il peut créer pour les autres. C'est problématique parce qu'on demande ça de plus en plus pour des ailiers. Les ailiers sont un petit peu les seconds meneurs, entre guillemets, aujourd'hui. Et lui ne remonte rien de tout ça. La création aussi pour lui-même. C'est-à-dire que là, pour le coup, il y a des flashs qui peuvent montrer un scoreur à 3 niveaux super intéressant, parce que évidemment, avec un shoot aussi soyeux, il peut tirer à mi-distance, il l'a déjà fait. On a vu sur certains matchs des step back qui rentrent plutôt efficacement, et c'est super intéressant. Mais lorsqu'il attaque le panier et tout ça, c'est jamais de son premier pas à lui, ou d'avoir dribblé un défenseur, ou ce genre de choses. C'est toujours avec une passe, un cut, ou ce genre de choses. Il va vraiment falloir qu'il développe un bout de handle, parce que finalement, en fait, pour un choix aussi haut, il pourrait beaucoup descendre du fait que, voilà, on parle d'une fin de système en Salin. Vraiment une fin de système, et ça peut poser problème, et en plus de ça, c'est ce qui me fait douter de lui, de son cas pour devenir un joueur, on va dire, vraiment plus qu'un 3&D, c'est que le handle, le fait de porter la balle, c'est peut-être la chose la plus difficile à développer à cet âge-là. On a un joueur qui a du mal sur certaines remontées de balles quand il est vraiment pris par son défenseur, qui a pas le handle le plus soyeux, mais surtout qui ne fait rien en fait pour créer un petit peu son tir. Il arrive à créer des séparations, comme je l'ai dit, à avoir un petit peu ce dribble après avoir reçu la balle à la manière un petit peu d'un Klay Thompson, hein, qui joue sans ballon aussi. Il arrive vraiment à faire ce step back, ce pas de côté, voilà, de piéger un petit peu intelligemment ce défenseur-là, mais ça s'arrête à ça. Et c'est un petit peu ce qui bloque pour les scouts, et ce qui me bloque aussi pour le voir trop haut en fait. Donc voilà, c'est un joueur qui est prévu entre la place 8 à 15, donc on est un petit peu plus bas, hein, et ça se ressent aussi sur ce profil. Création inexistante, il sait donner la balle, mais voilà, c'est juste utile, c'est juste parce que c'est un joueur de collectif et qu'en fait il a ce rôle-là. Ce n'est pas particulièrement intelligent, il est dans un système, c'est cool, il pourra jouer sûrement des années en NBA s'il se développe bien, mais il ne sera peut-être pas la star, la star, ou en tout cas le lieutenant de son équipe. Donc voilà, plutôt intéressant. En termes de plancher, moi j'avais pensé à un Obi Toppin. Évidemment, en termes de qualité athlétique, ça reste supérieur. Donc oui, Obi Toppin, je pense vraiment que c'est le meilleur athlète des trois, un des meilleurs athlètes de ce top 15 aussi. Un Obi Toppin avec de la défense, ce qui est quand même très intéressant au final. Et j'ai pensé aussi à un Isaac Okoro, pas le Isaac Okoro de ses débuts, mais de cette année, qui arrive à rentrer des shoots à 3 points, qui cut et qui défend très très bien. En fait, Isaac Okoro, c'est vraiment, je pense, le meilleur exemple de ce qu'est et ce que pourrait devenir Salin. Et on parle de plancher. En termes de plafond, encore une fois, Jabari Smith, en plus athlétique. Ou alors, si on est fou, je l'avais entendu, je vous mens pas, chez le 6e homme, John Collins. C'est vrai que c'est très intéressant, mais je pense que là on rêve un petit peu sur le fait d'avoir ses qualités athlétiques, le fait d'avoir aussi ce jeu proche du panier, ses cuts. Je sais pas si on peut parler de tout ça avec Salin aujourd'hui. Et du coup, en termes de fit, c'est pareil, c'est très facile à insérer dans un système ou dans une équipe. On parle d'un 3&D qui peut déjà rentrer des shoots en année 1, qui est athlétique et qui demande juste en fait d'avoir des ballons pour peut-être développer un semblant de création pour lui-même. Donc une équipe où il y a de la place, une équipe, ça dépend en fait de ce que vous voulez créer.
Si vous voulez créer un joueur shooter à 3 niveaux, bon défenseur qui est capable d'avoir la balle en création tertiaire, alors là, il faut une équipe qui n'est pas très forte. Je pense vraiment à Portland dans ce cas-là. Si vous voulez créer le 3&D parfait qui est un asset très intéressant pour être compétitif, à Memphis, c'est très bien. Il aura de la place peut-être en sortie de banc, 22, 23 minutes, et s'il se développe correctement, en fait, il peut être parfait dans ce rôle-là. Très bon défenseur qui prend les bons shoots, les shoots ouverts, qui est capable de cut. Il serait très bien dans une équipe des Pacers, mais je pense qu'il sera pris avant. Chicago, il y aura de la place. Il y a DeRozan devant lui, mais ils peuvent jouer à côté. Et en plus de ça, je pense que DeRozan, pour se développer sur ses défauts, ça serait parfait. Pour moi, Chicago est la meilleure solution, finalement. Ça serait un bon asset pour un petit peu reconstruire. Il pourrait recevoir des ballons de Ayo Dosunmu et de Kobe White. On va pas dire que c'est les meilleurs passeurs de la ligue, mais voilà, il y a de la place sur ce poste-là, à côté de DeRozan. Zach LaVine n'a pas l'air de rester à Chicago cet été, ne restera sûrement pas, à voir, parce qu'il a un gros contrat, mais ça peut être très intéressant. Il est imbriquable partout, de toute façon. Donc voilà, on a un petit peu parlé des trois, on a des profils différents et à la fois similaires sur les qualités, ça montre vraiment une formation française qui est devenue excellente. On arrive à créer des shooters, quelle que soit leur taille, leur poste, on crée des défenseurs implacables et surtout des personnalités, on va dire matures directement à 18 ans. On parle vraiment de joueurs qui peuvent se présenter à cette draft juste parce qu'ils ont l'âge. C'est-à-dire qu'on ne parle plus de ces Européens de 22, 23 ans, voire 27 ans qui font une carrière et qui essayent à la manière de Micic, qui est aujourd'hui aux Hornets, qui essaye de se faire un petit bout de carrière aussi en NBA et choper un bon salaire. Non, là, on parle de vrais prospects et qui sont peut-être les plus intéressants de la planète cette année et depuis quelques années aussi. Même si on parle de prospects qui n'ont pas réussi, on a quand même Killian Hayes, qui est un bon défenseur, bon passeur. On a eu beaucoup de joueurs, Ousmane Dieng, on a eu évidemment Wemby, Bilal, Ryan Rupert. Ces joueurs-là, on remarque quand même une appétence pour la défense, des shooters tout à fait corrects et des joueurs NBA en devenir qui peuvent espérer une longue carrière et plusieurs contrats en NBA. Donc voilà. Mais la question, c'est est-ce que j'y crois ? Est-ce que j'y crois aux trois ? Alexandre Sarr, c'est dur de ne pas y croire. Vraiment, je ne sais pas si vous avez regardé des matchs, si vous avez vraiment suivi, mais si c'est le cas, juste défensivement, par sa défense, même si ça ne devient pas une star ou un contrat max, il aura plusieurs contrats, il saura se faire une place durable, c'est sûr. Et s'il se développe, les étoiles sont à sa portée. Vraiment, il n'y a aucun problème avec lui. C'est que vraiment son plancher est déjà tellement haut que tu ne peux pas t'inquiéter pour lui. Après, dans la question est-ce que j'y crois, c'est est-ce que j'y crois avec son potentiel. Je pense vraiment qu'on a un joueur qui peut tourner en 16-10 avec 2,5 contre sur plusieurs années, mais je sais pas si on parle vraiment de Bam Adebayo par exemple. Non, peut-être pas, mais on parle d'un joueur qui peut être All-Star une ou deux fois par sa défense et par son impact, et qui peut tout simplement être le troisième meilleur joueur ou deuxième meilleur joueur d'une équipe qui joue des finales de conf sur plusieurs années. Vraiment, si on devait le mettre à côté d'un Luka Doncic, franchement ça ferait des ravages. Bien plus que le rookie de cette année, même si évidemment c'est pas le même profil, c'est pas les mêmes choses qu'on leur demande. Ça serait vraiment intéressant pour une vraie star d'avoir un Alex Sarr développé. C'est pareil, je pense que le joueur dont je crois le plus et que je placerai du coup en top 1 de cette draft, même si on sait que cette draft va beaucoup se jouer sur qui aura le premier choix, les besoins. On va beaucoup jouer et pique au fit cette année, ce que d'habitude on ne fait pas. Avant, on piquait vraiment au meilleur joueur, mais là c'est dur de dégager un vrai meilleur joueur de cette draft qui est faible mais très homogène. Et pour moi, Zaccharie Rizaché est potentiellement le joueur le plus complet et qui a le plus haut potentiel de cette draft. J'ai vu faire des choses au handle, à la création et puis son shoot qui sont assez magnifiques. Je parle même pas de sa défense. Pour moi, Zach doit être le premier choix de cette draft, mais ça dépendra évidemment de qui pique en première place. Donc voilà, Zaccharie Rizaché, j'y crois totalement. J'y crois même sur peut-être un 2-3 fois All-Star, un profil à la Middleton qui en soi n'est pas du tout un top 15 joueur de la ligue, mais qui est indispensable pour une superstar pour se développer. Genre, je pense vraiment que ce genre de type de joueur, pas dans le profil de jeu, mais dans le rôle, ça peut totalement convenir à un Zaccharie Rizaché.
Et enfin, Tidjane Salin. Eh bien là, c'est assez particulier. Je pense que Tidjane pourrait attendre un an de plus pour aller en NBA. Évidemment, il va être pick tellement haut qu'il ne va pas le faire, mais on voit déjà quand même qu'il prend très peu de shoot. Il n'a pas un gros volume déjà en France. S'il est pick, je sais pas, en top 6 par exemple de cette draft, et qu'on lui demande vraiment beaucoup de responsabilités en année 1, et qu'il ne performe pas tout de suite, en 1 an et demi, peut-être qu'il a perdu ce rôle-là. Ça peut être dangereux pour lui. Je sais que par sa défense, il va assurer, mais la défense ne fait pas tout. Le shoot est nécessaire. Il ressemble un petit peu... Enfin, le shoot est nécessaire, et là, je vais pas mentir, en fait, je me sens vraiment mauvais de dire ça sur lui, mais on parle quand même d'un shooter qui a des matchs sans, mais plusieurs matchs sans où rien ne rentre, et il ne se décourage pas, il continue à shooter. Mais en NBA, avec la pression médiatique et la pression du staff, de la victoire, de ce que tu fais, en fait, eh bien, ça peut être problématique. Mais dans le profil, son plancher est tellement surassuré d'un 3&D que je pense que je peux y croire. Mais lui, par contre, j'y crois comme peut-être un 6e homme, ou alors un très bon 3&D sur les postes d'ailier, qui est envoyé en mission un petit peu sur des stars parfois, mais qui ne sera peut-être la 5 ou 6e option offensive d'une équipe compétitive. Il ne faut pas exagérer. Évidemment, s'il arrive à développer un bout de handle, on peut toujours rêver d'une construction totalement différente, mais je n'y crois pas particulièrement. Donc voilà, évidemment, je mettrai Zachary en 1, Alex Sarr en 2, malgré son profil physique qui est beaucoup plus intéressant. Faut pas se mentir, Zachary aussi a un profil physique tout à fait fou, hein. Les trois, en fait, 2m6, 2m7 et 2m16, c'est tout à fait admirable. Mais voilà, je pense que Tidjane Salin se trouve quand même un demi-cran en dessous des autres. Donc, en tout cas, ce qu'on peut assurer, c'est que les franchises qui les drafteront ne prendront pas de risques. Dans le sens où, en fait, on a des professionnels déjà aujourd'hui avec une bonne éducation qui savent ce que ça implique, et qui savent que la NBA n'est qu'un commencement. Ce n'est pas la fin du travail pour eux. Ce sont tous les trois d'énormes bosseurs impliqués, qui ont déjà tous les trois joué en professionnel à des niveaux européens, à des niveaux internationaux, à des niveaux nationaux. Non, vous prenez aucun risque à piquer ces trois-là, et c'est la raison aussi pour laquelle ils sont aussi bien vus par les scouts NBA qui viennent se déplacer pour les voir. On a vu des scouts de Chicago pour Tidjane Salin, on a vu évidemment pour les deux autres des scouts de toutes les franchises du top 10, donc c'est très très intéressant ce qui se passe en NBA avec nos Français aujourd'hui. On a une année particulièrement difficile, pas cette année-ci, l'année d'avant. Evan Fournier n'avait plus de temps de jeu, Nicolas Batum était vieillissant, Rudy Gobert après son transfert avait du mal à revenir à un niveau décent. Là, cette année, c'est beaucoup mieux. On a Ryan Rupert qui a enfin un petit peu de temps de jeu. On a Bilal Coulibaly qui est un petit peu le soleil de Washington dans une année qui est vraiment catastrophique pour eux. On a Wembanyama qui fait une saison rookie incroyable. On a encore 2 prospects qui peuvent être pick top 1 et 2. Et en fait, on a aussi un 3e prospect et peut-être 2 autres Français en Adjinka et Pacom Dadier qui peuvent être draftés. C'est incroyable. On a Rudy Gobert qui va être Deepoy, Wemby qui va être rookie de l'année. Non, c'est tout à fait incroyable le changement de step qui a passé le basket français. En plus, on a les JO à Paris. Franchement, soyons fiers de nos Français. C'est très important. Enfin bref, j'espère que ce petit podcast de retour vous aura plu. J'espère que je n'ai pas parlé trop de temps ou que je ne vous ai pas perdu. Mais allez regarder un petit peu des matchs ou des highlights. Alexandre Sarr, sa saison est terminée, mais les 2 autres, vous pouvez encore les voir jouer et c'est magnifique. Donc profitez, surtout que les 2 autres jouent en France. Allez, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, et puis à la prochaine pour un autre podcast. Au revoir.